Alors, le meilleur, c'est maintenant. Ceux qui sont partis, ils ont déconné. D'accord? Le meilleur, c'est maintenant parce que là, on va parler de l'idée. Alors, c'est quand même une des choses les plus essentielles. Et je suis très, très fière que Tony ait pris le temps de venir nous expliquer en quoi les JO, c'était une idée. Et vous avouerez qu'elle était belle. Et que Nathalie, grande galériste française, vienne nous expliquer c'est quoi cette histoire d'idée dans son métier. Voilà, donc je propose qu'on les applaudisse. Et du coup, je complète cette table ronde et que Mercedes Serra, présidente de l'association pour les actions de la filière communication bien fait, mais aussi en tant que grande voix de la com qui a donné vie à des tas de projets culturels, sociétaux féministes ou encore solidaires, se joignent à nous pour cette dernière table ronde. Alors Tony Estanguet, bon, on ne le représente plus puisque on a vécu avec vous quelque part ces derniers mois et cette dernière année. Nathalie Obadia, vous avez commencé à la présenter, Mercedes, l'une des galeristes les plus influentes de la scène contemporaine française, dénicheuse de talent, infatigable ambassadrice du rôle de la France dans l'art. Et c'est donc l'objet de cette quatrième et dernière table ronde, prendre un peu de recul et aller voir autour de nous dans des horizons, des univers un peu différents, donc le monde de l'art, le monde du sport, et l'usage des idées dans ces univers-là. Quel rôle joue la communication pour les faire vivre, les faire grandir, et d'ailleurs, les pétons à leur juste valeur, ces idées. On va en parler avec vous tout au long de cette table ronde. Peut-être on commence avec vous, Mercedes. Alors, c'est à vous qu'on doit, entre autres, les bébés déviants, cette fameuse campagne que vous avez probablement tous en tête. Le ciel, faire du ciel. Marche pas. Agnès qui est dans la salle et qui est la créatrice. Bah voilà, qui est là au milieu, au troisième rang. Voilà, pour ceux qui ne la voient pas. Le faire du ciel, le plus bel endroit de la Terre. Bref, autant dire que des idées, vous en avez, Mercedes. Alors justement, qu'est-ce qui fait la valeur d'une idée? Vous dites d'abord, c'est savoir ce que l'on veut dire, avant toute chose. Bah, je dis juste que oui, Clarté. qu'on soit un homme politique, une ONG, une entreprise, ce qui est important dans notre métier, c'est que tant qu'on n'est pas clair sur ce qu'il y a à dire, c'est pas la peine de convoquer toute la création. Et Agnès le sait bien, quand on ne sait pas ce qu'on va dire exactement. Et c'est peut-être là une des forces de notre métier, c'est notre capacité à dire qu'on comprend rien. Quand un grand patron parle, et quand je lui dis, je n'ai pas bien compris, là, votre métier, c'est quoi? C'est quoi votre métier? C'est très déstabilisant, mais en même temps très important. C'est important pour les hommes politiques. Et Tony en a une idée très précise, parce que tout le début de notre histoire, avant qu'on sache que c'était nous qui allions pouvoir organiser les Jeux Olympiques, en l'occurrence lui, moi après je n'ai plus rien fait. Vous l'avez accompagné. Oui. Mais tout au début, c'était la force d'une idée. La force d'une idée. On va revenir sur cette force de l'idée. Juste sur la conviction et la clarté, vous dites c'est très important. Et moi, donc vous qui avez dirigé le musée de l'immigration pendant 15 ans, vous avez été aidé par votre métier. Ah mais mon métier, il est génial. J'ai oublié de prévenir tout le monde. Parce qu'il vous apprend tout. Parce que il vous apprend que si vous savez pas exactement pourquoi vous vous battez, ça va pas faire des grandes campagnes. Comment voulez-vous que ça fasse des grandes campagnes quand vous avez rien à dire de clair? Donc moi, le musée de l'immigration, arrivé en France à l'âge de 6 ans, pour moi, c'était important. Et j'étais choquée qu'on explique que la France, c'était un pays qui s'était construit autrement que par l'immigration. Vous savez qu'il y a 3 pays de l'immigration, les États-Unis, la France et l'Australie. Et nous, on raconte que notre histoire, elle s'est passée hors des immigrés. 1/3 des Français est issu de l'immigration. Nous, on a mis un quart depuis, on a fait des études parce qu'il y a un certain temps. C'est 1/3. Donc, notre grande capacité française, c'est ce mélange. Mais c'est pas les communautarismes, c'est le mélange.
Je vais vous donner une toute petite histoire d'expo que j'ai réussi à fabriquer avec Olivier Saillard, donc pas un des plus faibles de la place de Paris sur la mode. On a fait une expo qui s'appelait Fashion Mix. Mon exploit le plus important étant de vendre à Jacques Toubon que ça allait s'appeler Fashion Mix, à lui qui avait dit tout doit être en langue française. En français. Donc il a dit oui. Et là, ça a été assez incroyable parce qu'avec Olivier, on a regardé le poids de l'immigration dans ce qui est le plus français de la France, qui est la haute couture. Eh bien, imaginez-vous que c'est un Anglais qui a décidé de s'installer en France et qui a apporté avec lui la grande couture. La haute couture, elle est venue avec un Anglais. Et ensuite, on a eu des Italiens, des Espagnols. On a été capable de recevoir les Belges qui avaient été en Angleterre, qui ont fui l'Angleterre parce que c'était trop communautariste, on ne les acceptait pas, les Japonais. Et donc, notre force la plus grande, ça a été cette extraordinaire capacité de prendre ce qu'il y a de plus intéressant dans les pays qui nous entourent pour en faire un. Donc ça, c'était facile après pour moi de me battre sur ce sujet. Il fallait juste pas lâcher et il faut toujours pas lâcher, hein, parce que le musée de l'immigration, à la première incartade, il disparaîtra. Hein. Donc il faut pas lâcher. Ce que vous dites aussi, c'est que pour avoir une bonne idée, rien de tel que bien connaître, et là c'est ce que vous venez de montrer dans l'histoire de la haute couture, mais de bien connaître les gens, les personnes. Et vous dites finalement, mon meilleur formateur, ça a été Proust. Ah bah oui, expliquez-nous ça. D'abord, moi j'étais prof de lettres classiques, donc j'ai fait HEC et les lettres classiques. Et ce qui m'est le plus utile, c'est les lettres classiques. Donc il faut arrêter de penser, le commerce, c'est des idées. Et donc Proust, il est porteur d'idées. Et donc pour expliquer la psychologie humaine, parce que moi mon enjeu c'est toujours ça, je décide de ce que je vais dire avec des clients ou avec une association, mais je vais pas me le dire à moi-même, je vais le dire à des gens. Et les gens, ils ont des points de vue. Hein. C'est pas facile, les gens. Ils ont des points de vue. Ils sont énervés quand vous leur dites comme ça, énervés comme vous leur... Donc, il faut trouver le mode. Et il n'y a pas meilleur avocat que celui qui connaît l'autre et qui sait que les passages sont subtils. Et si j'ai un point aujourd'hui à faire sur la politique, c'est que je pense que toute cette partie-là, elle l'ignore. Elle ne se rend pas compte que parfois, quand ils parlent au peuple, ils le méprisent. Ils n'aiment pas les mots utilisés. Donc nous, notre métier, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut dire et est-ce qu'ils sont prêts à nous entendre ou ça va être désagréable si on leur dit comme ça et qu'il faut leur dire autrement sans perdre son idée. Parce qu'ils nous demandent d'avoir un point de vue. Le point de vue, c'est toujours un truc formidable. La conviction, c'est quelque chose de formidable. Mais le respect de l'autre et la compréhension de l'autre. Et vous voyez, on est dans un monde de data. Tout le monde me dit, il y a des data partout. Tout le monde me dit, le métier a formidablement changé, il y a des data. Moi, je passe ma vie à dire, vos data, là, je comprends rien, là. Parce que je sais même pas, je connais pas la boîte noire, je connais pas qu'est-ce qui a permis de dire que tel, il pense ça et ça. Et vous savez, moi, je vais beaucoup écouter les gens en qualitatif. Je me mets derrière la glace et je les écoute. Et je continue à apprendre tellement de choses sur ce qui les agace, sur là où ils ont mal. Hein, on dit, par exemple, qu'ils sont pas qu'ils sont, je sais pas des bons, et qui sont pas d'accord avec l'écologie, pas d'accord. C'est pas vrai. Ils sont complètement d'accord. Après, on leur dit, mais vous achetez des fringues chez Shein, mais le pouvoir d'achat, c'est important pour eux. Donc, ça veut pas dire, c'est pas un monde blanc et noir, c'est un monde beaucoup plus sophistiqué. Et je pense qu'il faut respecter et aimer un peu les gens, les Français, y compris ceux qui votent n'importe comment, parce que en fait, c'est un peu notre faute à tous s'ils votent n'importe comment. Pour rebondir sur la force d'une idée, et ça me fait penser évidemment à cette idée, à la valeur d'une idée, cette idée parmi toutes les idées que vous avez portées haut et fort au moment des JO, c'était une idée audacieuse, Tony Estanguet, parce que des jeux en plein cœur d'une ville monument qu'il fallait surtout pas toucher, on a pu avoir des doutes, et je dis les décideurs, mais les Français, voilà, les Françaises et les Français aussi, on a jugé cette idée impossible, trop risquée. Comment est-ce que finalement on embarque tout un pays derrière une idée, un projet ?
Ouais, déjà, je vais garder un peu d'humilité parce que c'est pas une idée qui fait toute la différence, mais quand même, c'est vrai que dès le départ, quand on a travaillé avec Mercedes notamment, le contexte dans lequel on était, il y avait quand même une défiance très forte envers les jeux. Les jeux n'avaient pas bonne presse, il y avait voilà, une image assez négative face à ces très grandes organisations internationales euh, qui faisaient peu de sens à ce moment-là. Donc, on a d'abord joué sur la force d'un rêve, voilà, qui était effectivement voilà, le premier moteur pour nous de réussir à déplacer un peu le côté très rationnel de l'approche des gens sur un côté un peu plus onirique Ouais. et effectivement cette idée d'aller quand même un peu vers le côté émotionnel. Je pense que ce qui a convaincu, ce qui a embarqué, pour répondre à votre question, les Français, c'est pas facile hein, d'embarquer les Français dans leur ensemble, on va dire. Surtout qu'on aime bien être Ouais, pas d'accord. c'est ça. On est quand même ce petit côté gaulois et donc on aime bien râler, on aime bien critiquer, on aime bien avoir un avis. Et quelque part, c'est une force aussi. Mais je crois que ce qui a rendu à un moment donné les Français tous d'accord autour de ce projet, c'est le niveau d'ambition. Je crois qu'on est, pour rebondir sur ce que disait Mercedes, on est les Français, nous sommes quelque part difficiles à convaincre, mais après quand on y va, on fait pas semblant et on est capable de s'engager très fort. Et je pense que le côté, c'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait. Je trouve, il y avait un peu ce côté, c'est-à-dire que pendant des années, ça paraissait décalé, un peu hors sujet, démesuré, jusqu'à un moment où les gens se sont dit, mais en fait, pourquoi pas et moi, ce que je retiens de toute cette aventure, c'est que quand même une idée, pour qu'elle soit suffisamment forte pour embarquer les gens, il faut qu'elle soit très ambitieuse. Le côté vraiment ambition, au début, il y a une résistance, ça fait peur, mais derrière, ça fédère, ça embarque les gens, ça les pousse à l'action. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a ressenti avec Paris 2024. Il y a eu ce moment de bascule où les gens, après avoir résisté, lutté contre l'idée, se sont dit, mais finalement, pourquoi pas? Et il y a eu le côté un peu émotionnel de, moi, je serais fier, en fait, qu'on soit capable de faire ça. Et on a senti une vague de fierté un peu dans le pays qui a déferlé et qui a embarqué les gens parce que l'idée d'origine était très ambitieuse. Et je crois vraiment que voilà, c'est jamais dans la facilité qu'on accomplit de grandes choses. Et donc l'idée, si on veut qu'elle fasse la différence, il faut quand même qu'elle soit très ambitieuse. Très ambitieuse. Et là, pour le coup, pour sortir du lot, au moment, là, on parle de créativité, mais dans un environnement très concurrentiel, on n'était pas les seuls à candidater. Qu'est-ce que vous faites? Vous inventez, en fait, là aussi. Vous proposez des nouveautés, des choses inédites. Ouais, c'est vrai que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne voulait pas faire la différence. Enfin, moi, ce que je retiens de ma carrière d'athlète, puis maintenant de Paris 2024, c'est qu'on fait la différence à travers ses points forts. Donc, il fallait s'appuyer sur les points forts de ce projet. Quels étaient ces points forts? C'était d'abord Paris. On a la chance, quand on est dans un environnement international, d'avoir la marque Paris. Venir participer aux Jeux à Paris, voilà, on s'attend à un décor extraordinaire. Donc, on a d'abord capitalisé sur la force de Paris avec des jeux dans la ville, une cérémonie dans la ville, parce qu'il fallait que dès les premières minutes, les gens comprennent que ça n'allait pas être les mêmes jeux que d'habitude, mais que ces jeux-là allaient être très différents. Et derrière, il fallait continuer à dérouler le tapis avec des sites de compétition dans la ville et des grands palais transformés en piste d'escrime et voilà, le Champ de Mars avec du beach volleyball et du judo et ainsi de suite. Vraiment cette idée de vraiment vouloir faire la différence, pas forcément en voulant faire mieux que ce qui s'était fait dans le passé, mais en voulant faire différemment. Avec même des nouveautés. Avec beaucoup de nouveautés. Et c'est ce que vous disiez, c'est à réinventer les marqueurs des jeux, c'est-à-dire la cérémonie, les sites de compétition. Et dans les sports. Des nouveaux sports, le breaking. À chaque étape du projet, on s'est dit, il va falloir qu'on se distingue des éditions précédentes par notre créativité. Et on l'a installé au cœur de notre vision. Moi, quand on a créé le comité d'organisation, on a essayé de simplifier un peu la vision de ce qu'on voulait faire avec ces jeux. Et on a mis 3 valeurs socles. La première, c'était la créativité. C'était un petit peu un combat quand même. C'était pas habituel dans cet univers-là de se dire que bon, les jeux qui sont quand même une organisation très ancienne,
on a l'habitude de retrouver un peu toujours la même chose. Ben, nous, on a mis la créativité en 1. On l'a fait tamponner par notre conseil d'administration parce que c'était le meilleur moyen de faire la différence. Et ça nous a permis, effectivement, à chaque étape du projet, sur la cérémonie, sur les sports, mais aussi sur la vasque, où on s'est dit, la vasque, ça doit être un symbole aussi différemment, avec ce ballon qui s'envole, mais aussi les mascottes, mais aussi, quelque part, chacun des grands marqueurs de ces jeux doit se distinguer, non pas en voulant faire mieux que ce qui avait déjà été fait, mais en faisant différemment, pour apporter vraiment la signature Paris 2024. Du coup, comme on ne s'en lasse jamais, je vous propose qu'on reprenne un petit refill, comme on disait tout à l'heure, un petit refill de Jeux olympiques qui nous ont tant fait vibrer avec toutes ces idées, justement, si nouvelles et si inédites. Ça donne quand même envie de revoir tout ça. Magnifique. Peut-être juste rebondir sur ce feu d'artifice d'idées. On est tout sauf la vente d'une idée sobre, en retrait, en recul. Et vous disiez oui, parce que ça, en fait, même si les jeux peuvent être sobres, la sobriété n'emporte pas les foules. Ouais, je crois que c'est important quand même d'assumer le fait que c'est quand même l'émotion qui est le moteur le plus puissant. Et que l'idée, elle doit véhiculer une émotion très forte. Je crois que le nouveau modèle de jeu, dans les principales critiques qu'on faisait à Paris 2024 et au jeu en général, c'était le côté un peu démesuré et la gabegie financière, écologique. Bien sûr qu'on a travaillé très dur pour adresser ces sujets-là, pour ne pas organiser des jeux hors sol et garder de l'ambition sur la réduction de moitié des émissions carbone, avoir de la sobriété. Mais si je suis honnête avec vous, c'est pas notre approche sobre qui a embarqué les Français. C'est pas notre approche sobre qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est le facteur émotionnel qui, à un moment donné, on prend une claque et on se dit c'est beau et c'est une émotion que je ressens que j'avais pas ressentie depuis longtemps et je me sens engagé dans l'histoire. Donc je pense que pour moi le facteur émotionnel doit être quand même très haut, même s'il y a ce débat souvent en disant ouais mais à quoi bon, les émotions sont éphémères, c'est temporaire, ça coûte quand même beaucoup d'argent pour une émotion. À la fin, ce qu'on retient, c'est les émotions qu'on a vécues. Et pour longtemps, je pense que c'est ce qui fait Nation, pour rebondir aussi sur ce que tu disais en introduction, ce qui fait Nation, c'est ce que, en tant que Français, en tant que peuple, on a vécu ensemble à un moment. Ça a une puissance immense. Et ensuite, dans l'exécution, il faut être sobre, il faut être exigeant, il faut être perfectionniste, mais ne pas sous-estimer que l'idée de départ, elle doit aussi porter une émotion et un facteur vraiment déclencheur en termes de fédérer les gens autour d'une émotion, quoi.
Je voulais vous faire rebondir et puis après je ferai rebondir aussi Nathalie Obada parce que c'est intéressant la notion d'émotion dans l'art aussi. Est-ce qu'elle est suffisamment d'ailleurs valorisée ou pas pour donner la valeur d'une œuvre? On va rebondir dessus. Juste quand on a préparé ces réflexions, vous m'avez dit non mais quel courage de fou. Je suis très admirative qu'il soit allé au bout de ces Je idées-là. l'adore. Je l'adore parce que C'est il tenir l'idée mémorable. ah non mais moi j'ai vu le début. Donc moi ce qui m'émeut Et le toujours, Covid et la crise et tout mais ça. tout, j'ai Ouais. tout vu et puis autour de nous ils s'engueulaient tous un peu quand même, il faut pas le dire, mais avant de présenter la candidature, on s'est dit oh là là, il y avait quand même Macron, il y avait quand même Anne Hidalgo, il y avait quand même Valérie Pécresse et au milieu il y avait Tony. Et donc c'était assez étonnant. Donc moi, ce qui me touche profondément, et d'ailleurs ce qu'il dit, ça rebondit sur notre métier parce que moi, quand une idée est trop évidente, c'est-à-dire quand je l'achète tout de suite, hein, je me dis ça c'est bien, j'aurais pas de problème pour aller voir le client, ben ça se gâte. C'est rare que ce soit la bonne idée. J'ai toujours eu peur. Se méfier de l'évidence. Très belles idées, je me méfie de l'évidence, quoi. Et Tony, c'est cette histoire qu'il raconte. Elle raconte une ambition. Ouais, d'accord, ok, les gars, c'est plus dur et tout, mais. Et ce qui m'a beaucoup touchée, j'ai écouté récemment une émission sur Renzo Piano, qui est un architecte exceptionnel. Et il me disait, il me parlait pas à moi, il parlait tout seul. À la radio, il me parlait pas à moi, mais moi j'ai cru qu'il me parlait. Et il disait, le mot que j'ai appris dans toutes les langues, c'est impossible. Parce que les gens lui ont dit, c'est impossible. Chaque fois qu'il est présenté, que ce soit un Chinois, un Italien, un Français, impossible. Et c'est exactement ça qu'a fait Tony. Et il le fait à sa façon. Alors, il est très marrant parce qu'il est assez serein, calme. Flegmatique Non, en apparence. oui, moi pas. Donc, je suis toujours très admiratif des gens calmes en apparence, parce que je pense que ça bouillit à l'intérieur. Et cette espèce de sérénité qui permet d'aller jusqu'au bout de ça. Et je vous rappelle que quand même, la veille, il y avait encore des gens qui doutaient. Et quand ça a enclenché, ça a été fini. Et là, on se dit, on arrête de les écouter quand même. Parce qu'ils avaient quand même dit, à quoi ça sert, etc. Les bénévoles, vous vous rappelez pas des bénévoles? Mais c'était incroyable, les bénévoles. Ils étaient tellement contents de vivre ça. Ils étaient tellement gentils. La France est devenue gentille, vous vous rendez compte? C'était un truc exceptionnel. Il a rendu la France gentille. Donc ça, je trouve ça très, très, très étonnant. Et je pense qu'il faut tenir. Il faut tenir longtemps. C'est de la durabilité, c'est pas se gourer, c'est de faire bien son boulot et tenir. Cette notion de tenir, c'est intéressant dans l'idée. C'est-à-dire qu'il y a l'idée, il y a beaucoup de doutes, de critiques, de méfiance, et c'est ce qui ressortait aussi de tous les discours que vous avez eus. C'est-à-dire tenir, ne pas avoir le réflexe qu'on peut tous avoir de se recroqueviller, du coup, dans les moments difficiles, en se disant, je retourne à des vieilles habitudes parce que ça va me rassurer. Oui, non, c'est sûr qu'encore une fois, on est dans un contexte particulier ici en France. Tout le monde a un avis. Donc, moi, pendant une dizaine d'années, j'ai entendu tout et son contraire. Et effectivement, des gens qui, en permanence, c'est un peu le sport national, voulaient rechallenger une décision qui avait déjà été prise. Donc, je pense qu'une idée, il faut qu'elle soit très ambitieuse. Et ensuite, il faut l'amener à son terme. C'est-à-dire que c'est pas tout d'avoir une idée. C'est pas l'idée qui vous fait réussir les jeux. Ce qui vous fait réussir les jeux, c'est de passer ensuite de l'idée au projet pour donner vie à l'idée, et derrière d'exécuter le projet pour que dans les détails, ce soit impactant, pour que ce soit réussi. Et donc, quelque part, vous êtes obligé de tenir tant que ce n'est pas fini. Et ça, c'est aussi, entre guillemets, le sport nous apprend ça. Moi, j'ai fait plein de compétitions, ça m'est arrivé d'être en avance à l'avant-dernière porte et de pas gagner la compétition parce que j'ai fait une erreur à 3 mètres de la ligne d'arrivée. Donc, on sait très bien qu'on a beau être très en forme, d'avoir la bonne stratégie de course, si on n'est pas concentré jusqu'à la ligne d'arrivée, on peut, entre guillemets, rater quelque chose. Et dans les projets de cette envergure, c'est la même chose. L'idée, bien sûr qu'elle était très ambitieuse et c'était la bonne idée, ça ne voulait pas forcément dire qu'on allait réussir pour autant. Donc derrière, il faut tenir bon face à tous ceux qui, même dans l'exécution, essaient de créer un peu la zizanie et mettre du doute. Voilà, c'est ce doute permanent, ce pessimisme permanent.
Et là-dessus, il faut rester aligné par rapport à ses valeurs, aligné par rapport à son projet et tenir bon, parce que quand même à la fin, ce qu'on sent, c'est que si vous avez été suffisamment cohérent et stable pendant les premières phases, ben, ça crée quand même un ciment suffisamment fédérateur pour que les gens aient plutôt envie de rejoindre l'aventure. Voilà. Nous, on a vraiment vécu ces différentes phases. Dans la dernière ligne droite, on sentait quand même que les gens avaient envie d'en être. Alors, Nathalie Obadia, vous voyez passer des centaines et des milliers d'idées, mais d'idées qui sont passées à l'état concret, puisque ce sont des œuvres que vous découvrez, que vous valorisez. Ça m'intéresse, cette notion d'émotion, parce que finalement, dans le métier que vous faites, est-ce que c'est ça qui va donner la valeur à une œuvre d'art ou pas? Est-ce que l'émotion est suivie Est-ce que... Alors, est-ce que ça... Ouais, ça fonctionne. Peut-être qu'il faudra monter un petit peu. Est-ce que c'est l'émotion qui donne la valeur? Alors, je reprends la notion de long terme. Je pense qu'il ne faut pas se laisser emporter par une nouvelle idée et qui peut être éphémère. Et je dirais que de l'artiste, oui, mais de l'artiste. Alors, je dirais que le métier que je fais, il est comme le tien. Il est génial. Voilà. Parce que je suis. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais je suis au cœur justement de la création. Voilà, mon métier est de promouvoir les talents, les jeunes artistes que j'ai choisi de défendre. Et puis de l'autre côté, d'influencer en tout cas les décideurs que sont les conservateurs de musées, les critiques d'art, les collectionneurs prescripteurs, et puis aussi de faire passer une émotion plus générale auprès de collectionneurs, d'acheteurs, de visiteurs qui viennent pour une première fois et qu'il faut convaincre. Voilà. Alors cette idée à la fois il faut la canaliser, on va dire cette émotion, mais aussi la susciter. Donc ça, c'est tout le travail justement d'une galeriste. Alors, la différence avec un marchand d'art, c'est qu'un marchand d'art, la plupart du temps, défend des artistes décédés ou déjà très connus. Ce qu'on appelle aujourd'hui galeriste, c'est justement le fait de promouvoir et d'aider les jeunes talents qui deviennent évidemment après reconnus plus âgés. Donc voilà, donc ça, c'est mon métier. Donc effectivement, quand je vois un artiste, quand je vais dans un atelier ou quand je vois une œuvre sur une foire et que je suis moi-même émue ou attirée par cette œuvre, je me laisse pas emballer. Voilà. Donc, j'essaye d'en connaître un peu plus. Je vais voir l'artiste, je le rencontre plusieurs fois et puis j'essaie de voir si derrière ce tableau, derrière cette installation, il y a vraiment une personnalité, si on peut se projeter sur un certain nombre d'années pour pouvoir travailler ensemble. Parce que je suis pas une galerie qui essaye de faire, on va dire, des coups commerciaux juste une fois comme ça. Moi, quand je choisi de défendre un artiste, c'est que vraiment on travaille ensemble, on forme un couple. Voilà. Donc cette émotion, il faut s'en méfier. Mais en même temps, il faut aussi la susciter de l'autre côté, de ceux qui vont choisir d'exposer et d'acheter l'artiste. Et ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, justement, vous dites attention. Alors il y a différents critères, et vous dites attention parce que beaucoup de gens ont un avis un peu comme ça à l'emporte-pièce en disant c'est beau ou c'est pas beau. C'est pas comme ça que ça se passe. Et par ailleurs, il y a le monde de l'art aussi qui, en plus, en rajoute une couche. Alors, vous allez nous expliquer comment. Alors, c'est beau, c'est moins beau. C'est-à-dire que ça, c'était, on va dire, dans le monde ancien, d'une certaine manière. Et depuis, on va pas refaire l'histoire de l'art ici, mais enfin, d'une manière, on va dire, très schématique, on va dire que depuis le début du XXe siècle, voilà, entre le cubisme, Marcel Duchamp, l'abstraction, il y a eu une rupture dans ce qu'on pouvait appeler le beau. Voilà, c'est beau, j'ai une émotion, des fleurs, des couleurs, mais même Monet, ça nous semble évident, mais à l'époque, Monet, ça cassait des codes. Comment ça? Mais c'est ni abstrait, c'est ni figuratif, les fleurs, elles sont de je sais pas de quelle couleur. Bon, ça nous semble évident aujourd'hui, mais c'était pas du tout le cas. Donc, ces ruptures, elles existent. Et aujourd'hui, on est allé encore plus loin, puisqu'on est sorti du cas du tableau, on est dans des installations, dans des œuvres qui sont souvent, on va dire, avec un contenu très activiste et avec très peu, on va dire, de références plastiques. Donc, cette notion de beau, elle disparaît. Elle existe toujours, c'est pas ce que je veux dire, mais elle a quand même disparu. Et ce qu'il faut des agents, il faut des lecteurs comme ça qui puissent expliquer qu'on est dans l'art, qu'on n'est pas simplement dans un message comme ça. Et c'est là où, effectivement, depuis, on va dire, ce 20e et maintenant 21e siècle, on vu se développer ce que, Nathalie Henny, justement, cette sociologue absolument extraordinaire qui a écrit le triple jeu de l'art contemporain, explique, c'est-à-dire qu'il y a ce regard en biais et il faut, à un moment donné, des validations
qui soit celle justement des décideurs que sont les conservateurs du musée, les plus connus, les critiques d'art. Il faut que l'artiste puisse montrer dans des expositions reconnues comme la Biennale de Venise, Documenta, qui puisse intégrer des galeries qui elles-mêmes qui valident. Voilà, c'est exactement. Voilà, ce sont des critères de validation. Voilà, qui font qu'à un moment donné, un CV, voilà, c'est tout simplement un CV. À un moment donné, un artiste, on va regarder son CV, surtout quand ça coûte un certain prix. C'est-à-dire que moi, s'il y a un collectionneur qui ne connaît pas, un acheteur ou un collectionneur qui ne connaît pas l'artiste, je dis, bon, c'est tel prix. Alors, je vais vous dire 100 000 euros. C'est quand même beaucoup d'argent. Donc, à un moment donné, il faut que je puisse le justifier. Et comment je le justifie? Voilà, c'est validé par le fait, vous voyez, il a fait telle et telle exposition, il a été acquis par une dizaine de musées les plus reconnus dans le monde. Après, je peux donner le nom de 2 ou 3 collectionneurs privés, voilà, qui sont aussi reconnus. Et à un moment donné, voilà, ça explique qu'il est rentré dans le marché de l'art. Problématique ou pas? Parce qu'on pourrait se dire aussi, ça peut influencer du coup même les types de création, de créativité, puisque si le monde de l'art attend des œuvres extrêmement intellectuelles, par exemple, et je crois que c'est un peu le cas aujourd'hui, ça peut influencer carrément la production artistique. Alors, cela peut influencer, mais je dirais qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en 2024, on le voit de plus en plus. C'est comme s'il y avait, il y a un monde de l'art, mais il y a 2 marchés de l'art d'une certaine manière. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le marché de l'art plus classique, qui est celui des collectionneurs. On l'a vu, là, par exemple, il y a 15 jours, c'est un tableau de Klimt qui a fait, j'ai encore oublié, tellement c'était un prix absolument astronomique, il a fait 200 millions de dollars, vous voyez. Donc, à un moment donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tableau, pour le coup, qui est très beau, on peut dire qu'il a voilà, là, on est dans le beau tel qu'on peut l'entendre. Un tableau rarissime, et aujourd'hui, il y a dans le monde une 50aine de personnes qui peuvent acheter des tableaux de 100 millions de dollars. Voilà, donc ça fait un prix absolument astronomique, parce que là, on est dans la valeur de l'art la plus classique. De l'autre côté, il y a un autre monde de l'art qui s'est développé depuis, on va dire, une 50aine d'années, qui est un monde lié justement aux expositions éphémères que sont les biennales de Venise, de São Paulo, de Sharjah, d'Australie, enfin il y en a partout dans le monde, et qui elles mettent plutôt en avant des artistes on les appelle d'ailleurs des artistes activistes, qui sont plutôt dans des revendications sociétales et qui je suis pas la seule à le penser, qui sont allés trop loin, c'est-à-dire qu'il y a un message, c'est pas le sujet. On peut faire des choses, des œuvres belles et qui ont un sujet aussi, qui ont du sens politique sur différents domaines. Mais là, de plus en plus, il y en a certains qui ont abandonné cette approche plastique pour ne mettre en avant que le discours d'une certaine manière. Donc ça, c'est très bien d'aller visiter ces biennales comme ça, mais après, ces œuvres, elles sont détruites, elles ne sont pas achetées, elles ne sont pas assimilables par le marché. Et quelque part, il manque quelque chose, parce que le marché n'a pas toujours tort. On a voulu nous faire croire ça. Et en France notamment, on a eu à un moment donné une approche de l'art dans les années, on va dire 70, jusqu'à encore une dizaine d'années, où un art qui peut se vendre est un art bourgeois et un art qui n'est pas bien d'une certaine manière. Et de l'autre côté, on a mis en avant, notamment avec les politiques publiques, où il y avait beaucoup d'argent justement du secteur public qui arrivait, on a mis en avant des artistes qui savaient faire des grandes installations, qui mettaient en avant plutôt des problématiques très politiques, comme ça, qui remplissaient cette mission comme ça, mais de l'autre côté, qui n'étaient absolument pas assimilables par le marché, qui n'étaient pas collectionnés. Donc une fois, on va dire de manière caricaturale, qu'ils ont été achetés par une dizaine de musées en France et par 1 ou 2 collectionneurs comme ça à qui ça fait plaisir, après ça s'est arrêté. Donc ce sont des artistes qui ont totalement disparu. Donc là où c'est intéressant, alors je donne un exemple comme ça, mais aujourd'hui vous avez un artiste comme Gerhard Richter qui est exposé à la Fondation Vuitton, je vous invite absolument à aller voir, qui est typiquement un artiste qui justement a ces critères de validation. À la fois on peut dire c'est beau, c'est aussi extrêmement intéressant. C'est quelqu'un qui a été très important parce qu'il a cassé les codes de la photographie. Il a su en jouer. Il a su dire, oui, ok, la photographie est là, mais il n'empêche que je suis quand même un grand peintre et je peux vous montrer que je réinvente la peinture, alors même qu'il y a de la vidéo, qu'il y a de la peinture et tout ça. Et c'est un artiste qui est à la fois validé par les plus grands musées du monde, par les plus grands conservateurs et curateurs les plus progressistes. Et de l'autre côté, c'est un artiste qui fait des prix incroyables. C'est un des 5 artistes vivants les plus chers au monde. Donc lui, on peut dire que c'est vraiment une carrière, on va dire, complète. Mais il y en a assez peu comme ça. Voilà. Et donc, je dirais que c'est un exemple qui est à suivre pour les plus jeunes générations. Voilà. N'abandonnez pas l'esthétique. Vous pouvez aussi dire des choses tout en ayant justement une vraie approche esthétique.
si je file la métaphore, mais plus dans l'idée des campagnes, par exemple, qu'on a pu créer, les idées mémorables, pour le coup, celles qui pourraient exister, qui ont existé il y a un temps et qui pourraient être à nouveau recréées aujourd'hui et qui pourraient fonctionner demain, sont souvent celles qui fonctionnent le mieux. On a donné l'exemple des bébés déviants ou d'Air France. Ça, c'est des idées de génie, en fait, qui fonctionnent toujours aujourd'hui. En fait, c'est parce que alors moi, je suis très fascinée par ce que fait Nathalie, parce que c'est dur à comprendre. C'est-à-dire, moi, je trouve ça hyper dur de décréter devant une forme totalement moderne et contemporaine, de dire je vais suivre, je vais regarder ce bonhomme parce que cet artiste-là, je vais le suivre parce que c'est profond, ça va aller loin. Parce que je pense qu'à un moment, elle entend que ça raconte quelque chose qui va toucher les gens. Et nous, c'est la même chose, sauf que je sais mieux le faire quand c'est un peu plus sociologique, c'est plus simple de mon côté. C'est est-ce qu'il y a quelque chose dans le fond? En fait, la modernité, ça n'existe pas. Vous voyez, d'ailleurs, aujourd'hui, ils me font tous tuer là, sur leurs médias sociaux, c'est moderne, la télé, c'est vieux, enfin, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est que en ce moment, on fait des pas en avant de dingue dans tout ce qui est technique. On avance, allez, l'AI, tout ce qu'on veut. Et en même temps, les gens sont en train de reculer au Moyen-Âge. Hein, on les entend, ils gueulent contre l'IVG, ils pensent que la Terre est plate, enfin, la science, le mec qui gagne, là, aux États-Unis, lui, il dit que les vaccins, c'est pas la peine. Bon. On pensait pas qu'on allait revenir comme ça au Moyen-Âge. Et en fait, les êtres humains, ils avancent pas comme ça à la vitesse de la technicité. Ils sont les êtres humains. Donc, Trump, il joue sur des espèces de rancœurs qu'ont les gens, qu'il a très bien su utiliser. Il faut se méfier parce que les rancœurs, c'est toujours très grave. Donc voilà, ça s'est construit. Il y a des gens qui se sont... en fait, il y avait une fracture aux États-Unis de gens aisés, et puis de gens intellectuels et de gens qui avaient reçu aucune éducation, et qui... il faut se souvenir que les États-Unis viennent de voyous. Kennedy, c'était des voyous. Donc, tout ça, ça s'est mélangé et ça donne Trump. Donc, c'est des histoires profondes. Mais si vous cherchez, pourquoi je disais que c'était Proust qui était le plus utile, c'est que la littérature, c'est un truc formidable parce qu'on raconte des choses profondément humaines. Je prends Évian. Pourquoi Évian, ça fait le tour du monde? Au-delà du génie d'Agnès, c'est pas que pour le génie d'Agnès. C'est parce qu'elle raconte quelque chose qui fondamentalement concerne les gens. Universel. C'est universel. Je vais vous la faire simple. On vieillit pas, nous. Moi, je suis pas vieille. Qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai 71 ans. Je suis pas vieille. C'est les autres qui décrètent que je suis vieille. Les êtres humains, ils sont pareils. Pourquoi est-ce que des petits vieux, ça raconte des histoires de leur enfance? Parce que le temps est passé, mais eux, ils sont pas passés. Et d'ailleurs, dans Proust, quand il y a un personnage qui arrive dans une pièce et qui voit les autres, Olivier, je sens que tu écoutes, quand il voit les autres, ses copains, qui ont l'air tous vieux, il se dit, oh là là, s'ils ont l'air tous vieux, peut-être que moi, je le suis aussi. Mais en fait, on n'en sait rien. Et au fond du fond, qu'est-ce qu'on a en nous? Et qu'est-ce que le génie créatif a trouvé? C'est qu'il y a un petit bébé dans soi, qui a une espèce de rebelle, qui est un petit bébé, qui n'est pas du tout un petit bébé gentil, qui est un petit bébé qui dit que cette énergie, elle est là. Et que voulez-vous? Ça fait vachement de bien à tout le monde d'entendre ça. C'est-à-dire d'entendre que c'est pas l'âge qui nous aura, c'est pas tout ça, c'est cette jeunesse, elle est intérieure, elle est intime. Et en plus, elles l'ont fait avec une espèce de gentillesse, de désinvolture, sans faire un cours à personne. Donc on dit pas, on fait pas de la philosophie, on fait pas tout ça. On raconte une petite histoire qui a l'air de rien. Mais finalement, alors on n'a pas besoin de vous, on pourrait reprendre les pubs qui fonctionnent et puis les garder, c'est pareil. Mais c'est mon avis. Pour moi, je donner l'exemple de Saint-Maurel. Mais moi, parce que Évian, ils ont essayé de nous quitter. Pensez-vous que ils ont essayé de nous quitter? Ils sont allés chez Weydon et Kennedy, pas une mauvaise agence, pour demander de retrouver une saga. Évidemment, ils s'en sont pas sortis, les pauvres. C'est méchant de leur faire ça. Ils ont cherché, mais personne voyait leur campagne.
parce que tout le monde attendait les bébés. Et donc, quand les gens de Danone sont revenus, ils n'avaient pas de film prêt. Et donc, j'ai dit, moi, j'ai des vieilleries, j'ai du stock. J'ai peut-être un J'ai truc. du stock, je vous le ressors. Mais votre stock, il a 8 ans d'âge. J'ai du stock, remettez-le, vous allez voir les ventes. Ça fait ça. Faut pas changer. Moi, je suis fatiguée de tous ces clients nouveaux qui arrivent et qui disent, il faut tout foutre à la poubelle, quoi. Ben non, moi, je fous rien à la poubelle. Je change pas pour changer. C'est trop grave. C'est trop important, une idée. S'ils l'ont trouvée, moi, ça m'est égal que d'autres l'aient trouvée. C'est pas mon enjeu, c'est est-ce que vous êtes sûr qu'on fout tout ça dehors? Et c'est tellement dur de trouver une idée que quand on l'a... Je te donne un autre exemple. Horrible, parce que le budget n'est plus chez nous. Si vous pouviez faire un point, ça m'aiderait. Mais franchement, le jour où Air France a quitté BETC, toute la profession m'a écrit en étant triste. Pourquoi la partant en profession? Pas en France. Bah, partout. Non, en mais France. Air France partait chez qui? Chez un ami, plutôt d'origine américaine, Voilà. mais chez un ami quand même, dans une autre agence, on peut pas leur en Oui, vouloir. bien sûr. Mais en tout cas, nous, on était tristes. Moi, je vais vous raconter. Il y a donc des années qui sont parties, on s'aime toujours bien, et on n'en veut à personne, simplement, ça nous fait de la peine qu'ils soient partis. Et on avait fait Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre avec ce film, entre autres. Il y avait plein de films, et il y avait ce film sublime où on voyait ce couple danser. On ne disait rien. Mais vous savez, on faisait l'avion. L'avion, quand on est petit, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait ça, et vous avez intérêt à être en confiance, parce que si vous lâchez, planquez. Bah, c'est pareil pour les danseurs. Ils vous expliquent ça très bien. Donc, c'est le summum de la sécurité, de la confiance que de faire ça, ce film si sobre. Et donc, cette ligne Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, je suis revenue de New York il y a 1 an. Et sur mon siège, ils avaient marqué « Faire du ciel le plus bel endroit de la Terre ». Et c'était les gens qui nous servaient, les hôtesses de l'air, les stewards qui étaient venus me mettre ça. Pourquoi? Parce que ça leur donnait la patate. Ça faisait un métier différent. On pourrait les regarder comme si ils nous servaient de la bouffe et que je sais pas trop quoi. Non. Nous, on considérait qu'ils faisaient du ciel le plus bel endroit de la Terre. Alors qu'à l'époque, il y avait les grèves, les retards, etc. Et vous avez Et on a fait du ciel le plus bel endroit de la Terre. Non, mais Et ça a permis de résister. Vous avez, à l'époque, on avait les fauteuils de business où on glissait. Oui. On glissait, c'était bizarre, ils s'étaient trompés, Surtout on à ce prix-là. glissait. Eh ben, ça a maintenu l'image. Vous savez ce qu'il y a dans la tête des gens? Personne ne peut aller à l'encontre. Dans l'aviation, il y a un système pour évaluer la valeur d'une marque d'aviation. C'est quand vous êtes en retard là et que vous attendez. S'ils vous aiment bien, ils vont dire, s'ils aiment bien Air France, ils vont dire « Ah, c'est la faute de l'aéroport, hein !» Et s'ils n'aiment pas Air France, ils vont dire que c'est la faute de la compagnie. Donc, vous savez, les têtes des gens, moi je suis toujours émue quand, par exemple, les gens à l'agence travaillent beaucoup pour nous. Mais ils travaillent beaucoup quand ils sont fiers. Ils ne travaillent pas beaucoup uniquement pour le fric. Ils travaillent beaucoup quand ils sont fiers. Peut-être qu'Air France reviendra après ce Mais plaidoyer. j'en suis sûre. Je suis sûre qu'ils ont les oreilles qui sifflent. Nathalie Obadia, vous vouliez rebondir sur la notion de l'idée. Alors, oui, je pense que c'était au moment où on parlait de la modernité et du fait qu'une idée, il n'y avait Oui. pas besoin de la... Enfin, justement, on parlait des idées nouvelles. Comment tu fais? Moi, je fais pas, c'est les artistes qui font, mais je suis là Ouais. pour les mettre à l'aise, Oui. pour qu'ils puissent justement faire dans de très bonnes conditions. Voilà, c'est-à-dire que Tu les choisis. je l'ai choisi, voilà, c'est une espèce de chimie, comme j'expliquais, entre ce que je peux ressentir et après se dire, bon voilà, je vais accompagner cet artiste pour 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, et voilà, il faut comprendre que il faut grandir ensemble, et surtout aujourd'hui, c'est se dire, est-ce qu'il a envie de réussir, c'est grandir ensemble. Et c'est vrai que ça, on peut pas en vouloir, il y a des personnalités qui n'ont peut-être pas aujourd'hui envie de se mettre dans la compétition internationale, qui dure.
C'est-à-dire, on va demander à un artiste de faire, par exemple, des bourses à l'étranger, de parler un anglais excellent, de produire quand même un certain nombre d'œuvres si on veut faire des expositions dans nos galeries, les mettre dans les foires. S'adapter au prix aussi, vous disiez parfois. Les prix, à la bon, en effet. crise, enfin, non, Oui, mais, évidemment. l'environnement économique, vous Ah bah, disiez, l'environnement- de l'artiste, Oui, voilà, c'est très géopolitique aujourd'hui le marché de l'art. Donc effectivement, peindre sur des miroirs. pardon. Peindre sur des Peindre miroirs. sur des miroirs. Donc voilà, c'est vrai que c'est tout un ensemble de choses et c'est vrai qu'il y a des personnalités, et je n'en veux pas, mais qui ne sont pas prêtes justement à assumer ce monde international, plus global. Et dans ces cas-là, bon, comme moi j'ai plutôt envie de conquérir le monde, bon, ben voilà, je préfère ne pas travailler avec ces artistes et c'est pas grave. Vous dites qu'il y a toujours quelque chose de nouveau en fait, et que c'est un moteur aussi, parce quand on parle de l'intelligence artificielle par exemple, j'imagine que la réflexion se pose aussi dans la création d'œuvres. Et vous êtes plutôt optimiste. En tout cas, ça vous intéresse, parce que finalement, il y a eu l'époque. Si on peut remonter à l'imprimerie, mais bon, il y a eu l'époque de la photo. Comme la photo, de la on a dit, vidéo. la photo, ça va tuer la peinture, la vidéo va tuer la Voilà. photo et la peinture. Enfin, il y a toujours quelque chose. Bon, finalement, la peinture est toujours là. Je dirais que ça permet ce que je disais de Richter, c'est-à-dire que voilà, c'est un vrai défi. Il s'est dit, dans la photo est là, surtout quand on est allemand, la technique de la photo, ils savaient très très bien. Ils ont les plus grands photographes contemporains. C'est quelqu'un qui a réussi à construire cette carrière justement de grand peintre, alors même qu'il était dans le pays qui a su créer la photo plasticienne, donc avec Gursky, avec Struth. Donc ça, c'est vraiment un défi extraordinaire. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'IA est là, c'est très bien, mais ça va au contraire pousser les artistes à être plus inventifs, et surtout aux peintres notamment, même aux photographes, à ceux qui sont maintenant dans des techniques classiques, de répondre à ces défis. Et je suis sûre qu'ils vont être inventifs et qu'on Alors, va ça, c'est avoir. intéressant. Ça voudrait dire que l'IA, pardon, je vous ai coupé, Oui. mais, en fait, l'IA pourrait, contrairement à ce qu'on pense, renforcer Complètement. la valeur Mais de l'art. comme tous les progrès ou les techniques qui arrivent, ça va au contraire pousser les artistes, alors ceux qui ont envie de répondre à ces défis. Et puis je pense aussi que des côtés des collectionneurs et des conservateurs du musée, l'IA, il y a une certaine facilité, il va y avoir on est tous un peu fascinés, mais je pense que ça rend aussi, on est de plus en plus fasciné par celui ou celle qui choisit de peindre avec un pinceau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2025, se dire, il y a un artiste qui est tout seul dans son atelier, il est avec son pinceau, et alors qu'il pourrait avoir accès à toute la technologie, je crois que ça fascine, c'est-à-dire le fait du savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de revenir énormément. Et ça, c'est vraiment très important. Je le dis parce que j'ai un artiste, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Guillaume Bresson, qui a fait une exposition absolument extraordinaire au château de Versailles il y a 6 mois, et qui est français, qui a 44 ans aujourd'hui, qui vit d'ailleurs aux États-Unis, mais qui a fait les Beaux-Arts de Paris, et qui est un peintre, mais d'une technicité extraordinaire. C'est-à-dire, je sais pas moi qui le dis, mais enfin, c'est Poussin, c'est la Tour, enfin, il y a une technicité tout en peignant des scènes urbaines qui sont d'ailleurs assez dérangeantes. Donc, il y a une espèce de paradoxe. Et typiquement quelqu'un qui fascine. Parce qu'on se dit, mais pourquoi il va mettre 3 mois à faire un grand tableau alors même qu'il pourrait le faire autrement et faire de la photo? Ben non, justement, il apporte quelque chose. Et il y a d'autres peintres comme ça, mais on le voit. Voilà, c'est quelqu'un qui... Alors, Laure Prouveau... C'est même isolé, loin de toute technologie. Complètement. Elle fait des vidéos, mais sinon, elle fait des tapisseries, elle fait Voilà. des tableaux. Et elle, justement, c'est une artiste qu'on appelle aujourd'hui protéiforme, justement, qui, elle, sait jouer de toutes les techniques. Elle peut faire des photos, des installations, des peintures, elle sait tout faire. Et elle apporte, par contre, du sens. Voilà, Laure Prouveau, je pense, qu'elle est une des artistes françaises les plus inventives, les plus reconnues aujourd'hui, qui fait partie de cette nouvelle génération, qui sait s'assumer. Elle est là avec ses 3 enfants, elle voyage partout dans le monde, elle sait tout faire. Voilà, elle sait tout faire dans la bonne humeur en plus. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné du sens. Voilà, elle ne fait pas de morale, contrairement à ces artistes activistes dont je vous ai parlé, voilà, qui sur les propos politiques, d'écologie, qui sont vraiment assez, on va dire, assez lourds, mais il n'y a pas l'esthétique derrière. Alors elle parle de tout d'une manière à la fois très sensible, très posée, enfin voilà, qui donne à réfléchir, mais en plus on est emporté, notamment cette grande installation qui était à Marseille, à la Charité pendant 6 mois, qui est absolument incroyable. Donc il y a d'autres environnements comme ça, et elle sera présente au Grand Palais d'ailleurs au mois de juin. Voilà. L'IA, la formation, etc. Vous dites formation tous azimuts, il faut tous se former pour pas se laisser dépasser. Oui, on va se former, ça c'est sûr. C'est déjà le cas d'ailleurs. On se forme tous. Après, moi, je pense que l'être humain,
Tout à l'heure, Sylvie me disait que j'avais dit un jour que l'intelligence artificielle, il y avait que intelligence qui était un peu stupide. Parce que oui, c'est artificiel, oui, c'est bien, c'est efficace, ça va beaucoup nous aider. Voilà, mais est-ce que ça remplace l'humain? En fait, il faut chacun avoir ses positions, mais moi, je suis sûre que non. Voilà, et je pense que l'être humain, il a toujours tout dépassé. Et donc, voilà. Après, oui, il faut se former, faut pas fermer les yeux. Mais la force, regardez, tout à l'heure, on a entendu Agon parler de l'oralité. Qui aurait dit qu'une entreprise de cette taille était gérée par l'oralité? Hein, Ça, c'est moi, vrai. j'ai fait les premières époques de Procter. L'idée, c'était d'écrire sur une page, mais très serrée, tout ce qu'il y avait à dire de profond sur un truc, etc. Eux, ils s'en fichent, ils parlent tout le temps. Non, c'est l'être humain. Même si je ne trahis aucun secret en disant que vous avez fait des tests avec l'intelligence artificielle et vous vous êtes rendu compte quand même qu'elle générait parfois des campagnes sur lesquelles vous auriez pu travailler, vous auriez pu Bien même sûr, imaginer ou inventer. bien sûr. Et puis, de toute façon, il y a quelques années, on avait fait une machine à faire des campagnes. Et elles étaient médiocres, mais comme beaucoup de campagnes qui sortent. Donc, Justement, en on va parlant essayer des années. d'éviter la médiocrité. Alors justement, la valeur de l'idée, là, si on en vient au dur du sujet, est-ce que finalement on paye une idée Non, assez ben, on chère? paye pas. Non. On peut peut-être Non, comparer d'ailleurs la valeur d'une non, idée par alors- rapport à il y a 10 ans. Quelle est la valeur des idées aujourd'hui? alors, Comment elles sont j'ai, valorisées? on a. Vous avez fait oui, peut-être regardez. un Ouais, petit j'ai un graphique. graphe horrible. Ouais. Hein. Pas le premier, mettez-moi le deuxième direct, c'est terrible. Voilà. Ça, c'est l'évolution Ah oui. du prix par unité d'œuvre dans les agences de publicité sur 28 ans. Bah, c'est simple, hein. Voilà. Bientôt, on vous paye plus. Donc, c'est vraiment un problème. Alors Donc, comment réussir à revaloriser l'idée? faire des semaines de la com, faire que tous ces gens-là parlent, La culture du copyright qui est se moins battre, développée qu'aux États-Unis. ne pas accepter que les médias, dont j'ai beaucoup de respect pour les médias, S'il mais vous plaît. pour moi, les médias, c'est pas le média qui compte, c'est les journalistes. Vous voyez, ça s'appelle du contenu. Eh ben, ne pas accepter que le contenu soit moins important que les canaux. Alors là, pour moi, c'est hyper simple. Ce que disent les gens est plus important que tout. Les idées sont plus importantes que tout. Donc voilà. Je voulais juste revenir sur les JO parce que c'est un peu mon truc. Moi, j'ai été aussi très touchée pas que par Paris. J'ai été touchée par le fait de la cérémonie sous la pluie. Ça, fallait quand même le faire, une cérémonie où il a plu tout le temps. Et où je me suis dit, waouh, ils ont laissé une liberté aux artistes incroyable. Ce qui m'a touchée, c'est la capacité d'impertinence, de faire comme on voulait, de se lâcher. Comme on voulait, avec des conditions de sécurité quand même adaptées. Hein, parce que non, je crois qu'il y avait des danseurs qui étaient prévus, par exemple, sur le toit de Paris. Ils ont pas fait toutes les chorégraphies. Non, mais ils n'ont pas fait tout. Mais pourquoi c'était, malgré l'appui émouvant, c'était qu'il y avait une liberté de ton, alors qu'on est en train de parler d'une France qui se contraint, d'une France qui est contre ceci, contre cela, on n'a pas droit bientôt, plus d'homosexuels, plus de ceci, plus de... Tout ça très compliqué. Et là, on était tous ensemble. Et ça, je pense que ça, c'est la liberté que l'on donne à un moment donné, la sécurité que l'on donne à un moment donné à des artistes de suivre leur voie, de les laisser s'habiller comme ils veulent, d'oser des choses impertinentes et de dire, d'assumer que c'est ça la France. En tout cas, moi, c'est la France que j'aime, celle-là. Et cette créativité, pour le coup, qui a permis aussi, ça c'est important de le dire, d'aller chercher de l'argent. Parce qu'il faut rappeler que 95%, 90% des JO étaient financés par des entreprises privées. Oui, le modèle économique de l'organisation des Jeux, sur les 4,5 milliards du coût de l'organisation des Jeux, 95% venait de l'argent privé. Donc nous, entre guillemets, on n'avait pas le choix aussi que de trouver des idées suffisamment fortes et attractives pour embarquer des entreprises, des grandes entreprises qui, entre vous et moi, n'étaient pas spécialement intéressées par les Jeux. Elles ne sont pas venues tout de suite. Au départ, en tout cas. Elles ne sont pas venues pour organiser des compétitions de canoë-kayak, par exemple. C'était pas ça. On ne comprend pas, hein, voilà. Franchement. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où elles ont compris le niveau d'ambition du projet et que finalement, le projet, c'était de
de faire rayonner la France, de montrer le plus beau visage de la France, de montrer la créativité et d'essayer d'embarquer un maximum de Français, là, elles y ont trouvé une place. Et vous avez levé 1 milliard 1 milliard et quelques, 3, ouais, c'est ça, 50 de sponsoring. Voilà, et c'est vrai que au début, on nous a pris un peu pour défaut. Alors, notre objectif initial, c'était 1 milliard 88 millions. Finalement, on l'a très largement dépassé. Mais quelque part, ce qui a été notre force, c'est que quand on prend le dossier de candidature que l'on remet au CIO en 2016 et ce qu'on organise en 2024, finalement, on a continué à être dans la création. On a continué à donner de la valeur parce que, pour une raison très simple, c'est que moi, j'étais aussi dans une levée de fonds et que j'avais besoin de signer des entreprises partenaires jusqu'au bout. Donc, j'ai été obligé de privilégier la créativité du projet parce que c'était le meilleur moyen aussi d'attirer des partenaires, des sponsors pour financer l'organisation des jeux. Et on a eu des marques de prestige, dans le domaine du luxe notamment, qui sont venues financer les jeux à des montants très importants parce qu'elles se sont retrouvées sur cette créativité et cette excellence à la française. Et c'est vrai que la liberté de ton, je pense qu'on peut aussi remercier, parce que je pense que ce qu'on a fait, je ne sais pas si on peut le faire partout dans le monde. Mais voilà, on est aussi dans un pays qui critique beaucoup les élus et les acteurs politiques. Moi, je les remercie aussi beaucoup parce qu'ils nous ont fait confiance. Avec pourtant beaucoup de secrets. Ils Parce nous qu'il y ont avait plein de laissé, choses ouais, mais sorties, justement, ils nous ont laissé vraiment aller au bout de notre projet avec voilà, tous les secrets, Ah oui. Tous la les noms de code. pertinence aussi un petit peu qu'on a mis en place parce que on voulait que ce soit engagé. On voulait qu'il y ait un message fort sur le vivre ensemble, sur la tolérance, sur le respect, sur la diversité. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très fort pour nous. Et on a laissé effectivement une liberté presque totale aux artistes. Voilà, moi, à partir du moment où j'étais capable de le financer, je disais oui. Parce que je voulais vraiment que, quelque part, ce projet ne ressemble à rien d'autre que de tout ce qu'on avait déjà vu. Et comment ça s'est passé la collaboration avec les créatifs? C'est vrai que c'était pas du tout mon univers. Moi, Bah oui. donc moi, mais pour rebondir sur ce que vous disiez, moi, j'ai adoré mon métier aussi pendant ces 10 ans parce que j'étais entouré de gens qui me fascinaient parce que je pense que c'est tellement difficile d'avoir des idées aussi disruptives et aussi fortes, mais travailler avec des Thomas Joly, avec des Victor Lemann sur la musique ou un Thierry Reboul sur la partie événementielle, notamment, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres, mais ça a été relativement facile parce que moi j'étais très régulièrement séduit par leurs idées. Après, c'est vrai qu'à mettre en œuvre, c'est toujours plus compliqué. On en revient sur le même défi. C'est très beau de se dire on va organiser la cérémonie sur la scène. De le faire, c'est un combat. Mais je vous donne un exemple qui, je crois, et je pense assez important aussi. Quand on a une idée comme ça, qui est très ambitieuse et très disruptive, il faut faire attention du moment où on la sort. Quand on a parlé de la cérémonie en ville sur la scène, je pense que c'était à peu près 1 an et demi après avoir commencé en interne à travailler dessus. On ne s'est pas précipité pour sortir l'idée. Parce que sinon, vous avez tellement de chances que votre idée soit détruite tant qu'elle n'a pas suffisamment pris de force dans son exécution. Et donc moi, le jour où je suis allé voir le président de la République ou la maire de Paris, c'était 1 an et demi après qu'on ait commencé à travailler avec les équipes sur le sujet, parce que je voulais être sûr que sur le premier entretien, j'allais avoir toutes les réponses à la faisabilité, au fait de répondre à leurs inquiétudes potentielles, aux enjeux importants. Donc, c'est bien d'avoir une idée très forte au début, mais il faut aussi trouver le bon moment pour sortir les idées, parce qu'il faut être juste dans le timing.
Je vois hocher la tête, vous êtes ouais, convaincu. Sur la notion de finalement être réceptif ou pas à une idée et puis aussi influencer, enfin embarquer derrière soi, parfois même être prescripteur. Peut-être on peut finir juste sur cette notion parce que c'est intéressant dans vos écrits, notamment sur la géopolitique de l'art contemporain, qui est un livre que vous avez écrit. On se rend compte que l'art, ça va bien au-delà, en fait, c'est pas un métier à prendre à la légère, parce qu'on parle d'art et de création et d'idées, et en fait, c'est de la géopolitique, c'est du soft power, et que ça, c'est très important aussi sur la place de la France, et puis la place de l'art à travers le monde, finalement. Alors justement, en notion de soft power, je dirais que Ouais. bon, on était à peu Oui, près bien parti, mais vrai. grâce aux Jeux Olympiques, c'est vrai Ouais. que Paris est devenu aujourd'hui sur la scène de l'art mondial la place la plus importante. Voilà. Donc c'est celle qui fait que les plus grands collectionneurs, les plus grands acteurs viennent évidemment au moins une fois par an, au moment où il y a Art Basel Paris au mois d'octobre, mais qui viennent toute l'année. Voilà. Vous faites un lien avec les JO, c'est ça? Il est enfin très clairement, je veux dire, les JO ont concouru, ont complètement légitimé la place de Paris comme étant une place d'abord où tout se passe bien d'une certaine manière. Avec les JO, on a vu que voilà, on savait faire, on savait accueillir, on avait les infrastructures. Parce que bon, vous pouvez imaginer que Art Basel Paris, par exemple, accueille des personnalités très exigeantes dans leur standard de voyage, d'hôtel, d'accueil au Grand Palais. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que comme il y a une compétition avec des foires aux États-Unis, avec des foires dans le reste du monde, c'est sûr que s'ils font le choix de venir à Paris, s'ils ont fait le choix de venir à Paris, surtout justement en octobre, à partir d'octobre 24, et on s'en est rendu compte encore là, c'est parce que justement Paris a vraiment acquis une place importante. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a ces fondations, Vuitton, Pinault, Cartier qui vient d'ouvrir, bon, des musées, évidemment, le Louvre qui a malheureusement fait parler de lui, ou Orsay et d'autres, et évidemment aussi les galeries françaises. Mais aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a toutes les galeries étrangères les plus puissantes qui se sont installées à Paris. Donc, si un collectionneur ou un amateur d'art veut à un moment donné se dire, je vais dans une capitale pour voir un éventail d'art contemporain grâce aux galeries, où vais-je? C'est pas New York, parce qu'à New York, il y a toutes les Américaines, bien entendu. C'est pas Londres, parce que malheureusement, ils ont perdu leur place avec le Brexit, entre autres. C'est Paris. Donc, à Paris, il y a tout cet éventail. Donc, effectivement, grâce à tout ça, on est devenu un centre important. Pour en revenir au soft power, donc après ça, bon, évidemment, je suis une galerie française, mais à vocation internationale, mais je suis l'ambassadrice de mon pays et je le prends, je dirais, pas tant au sérieux, mais c'est important, voilà, de me dire, évidemment, je montre des artistes étrangers, américains, dont Michael Aîné Thomas, qui va montrer dans la semaine prochaine, justement, au Grand Palais, qui est une des plus grandes artistes d'art contemporain afro-américaine. Mais de l'autre côté, je montre un certain nombre d'artistes de la scène française, dont Laure Prouveau, dont on a parlé, ou Guillaume Bresson aussi. Et pour moi, c'est vraiment une mission. C'est-à-dire que là, je reviens de la foire de Miami, être sur le stand de la foire de Miami, Art Basel Miami, avec des artistes français, réussir à les vendre, à commercer, c'est-à-dire vraiment à échanger et à convaincre, soit des collectionneurs américains, soit des conservateurs du musée, à les montrer dans des expositions ou les acheter pour leur collection, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que je suis ravie devant tout le monde, c'est pas le problème, mais quand je reviens d'une foire comme aux États-Unis, où c'est vraiment quand même un pays très nationaliste en matière d'art, voilà, vraiment, je suis satisfaite intellectuellement d'avoir réussi à porter justement les valeurs des artistes de la scène française dans un pays qui est notre concurrent direct, parce que justement, c'est lui qui a développé ce soft power après la Seconde Guerre mondiale et il a réussi parfaitement à le faire. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour ce tour d'horizon absolument inspirant. Je vous propose, avant qu'on vous passe la parole dans la salle, qu'on quitte Paris. Justement, on a commencé à le quitter avec vous, on le quitte un peu plus loin et on va à Rome. On va voir comment on fait vivre les idées à Rome avec ce message que vous a laissé Sam Sturze, qui dirige la Villa Médicis depuis 5 ans. Regardez. Bonjour, chère Mercedes, chers amis. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous, mais quand Mercedes m'a parlé de cette journée et l'idée que vous réunissiez pour essayer de travailler sur qu'est-ce qu'une idée, ça m'a beaucoup inspiré. D'abord, dans un premier temps, laissé un peu perplexe. Est-ce que les idées sont plus importantes que la réalisation? Je me suis posé beaucoup cette question.
Si on reprend la question de l'Académie de France à Rome, cette institution qui existe depuis plus de 350 ans, en fait, elle est quand même née sur une idée. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Villa Médicis, mais elle n'a pas toujours été à la Villa Médicis. Elle est vraiment une idée au départ en 1666, quand Colbert la lance, cette idée qu'il faut venir à Rome copier le meilleur, copier l'antique et copier la Renaissance, et on va envoyer nos créateurs, nos artistes pour copier les anciens. J'avoue que si on m'avait dit moi-même à l'école que copier pouvait être une méthode d'apprentissage, pouvait être une bonne idée, j'aurais certainement fait une autre carrière, en tous les cas été beaucoup plus heureux à l'école. Donc voilà nos artistes au XVIIe qui viennent à Rome sur cette idée simple, qui copie l'antique et la Renaissance, et au retour, ils ont droit aux grandes commandes du royaume. Imaginez Garnier, l'architecte, qui passe quelques années à Rome. Quand il rentre, on lui commande l'opéra de Paris, le fameux palais Garnier. Des idées, aujourd'hui, les artistes, les pensionnaires qui viennent à la Villa Médicis en ont beaucoup, même s'ils ne sont plus les artistes officiels du royaume ou de l'État. Ils postulent tous sur un projet. On est d'ailleurs en ce moment même en période de candidature. Ils sont plus de 850 à avoir candidaté. Au final, 16 d'entre eux seront retenus. Leur idée doit être juste, doit pouvoir séduire le public. Il faut être capable de la pitcher, cette idée, comme on dit en bon français contemporain, de la défendre, de la raconter, qu'il y ait un storytelling qui soit plutôt attractif. Et ensuite, ils partiront à la Villa Médicis pendant 1 an. Une fois qu'ils arrivent, ils n'ont plus la nécessité de réaliser, de produire ce projet. Ils le produisent souvent, ils le réalisent, mais ils en font beaucoup d'autres. C'est important de garder en tête que la Villa Médicis n'est pas une résidence de production, c'est une résidence de recherche et création. Et là, on retrouve notre question des idées. Faire passer 1 an de séjour à rechercher, créer, c'est en fait activer la boîte à idées en permanence. Et ils sont nombreux, les anciens pensionnaires, à nous dire que une idée qu'ils ont pu avoir à Rome, une piste de travail qu'ils ont pu commencer à développer et qui va rester ensuite dans le tiroir, sera réactivée 1 an, 5 ans, 10 ans plus tard, mais elle a germé ici à Rome. On sème souvent des idées qui éclosent plus tard. Et nous, à partir de 2020, on a lancé ce Réenchanter la Villa, cette fois en invitant des directeurs artistiques venant du monde de la mode, Kim Jones, Silvia Venturini Fendi, venant du monde de l'architecture, India Madhavi, des célèbres et des émergents, jeunes architectes invités en duo avec des artisans d'art à venir refaire des chambres. Depuis 3 ans, 4 ans, on en est à 18 espaces rénovés, et dans les prochaines années, ça sera 15 de plus, 33 espaces refaits, c'est quasiment l'entièreté du palais. Et à chaque fois, on convoque des nouvelles visions, des nouvelles idées, des nouvelles approches, mais elles sont mises en pratique. J'en reviens d'ailleurs à mon interrogation du départ. Idée ou réalisation conceptuelle ou sens pratique, pour moi, une idée n'a de sens que si elle est mise en pratique. Nos tiroirs sont remplis de bonnes idées qui, comme des cimetières à idées, pour un certain nombre d'entre elles, ne verront jamais le jour. Et toute la question est de savoir quand est-ce qu'on peut activer une idée, la mettre en pratique. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Que cette idée soit valable, que cette idée soit financée. Souvent, il faut un peu d'argent pour la mettre en pratique, et que cette idée soit entourée d'une équipe compétente qui est capable de la mettre en pratique.
À titre personnel, moi qui ai dirigé un certain nombre d'institutions, les Rencontres d'Arles ou le musée de l'Élysée à Lausanne, aujourd'hui l'Académie de France à Rome, je suis nourri d'une conviction certaine, c'est qu'on peut avoir les meilleures idées comme directeur si on n'a pas une équipe capable de les mettre en pratique, de les mettre en musique, d'être dans le réglage très précis et quotidien de l'exécution d'une idée, alors cette idée n'a aucune valeur parce qu'elle ne verra jamais le jour. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée d'idées, d'échanges et de débats. Très rassurant de voir qu'on peut penser l'art et avoir les pieds sur terre. Voilà. Et justement, c'est amusant parce que à la galerie, je le dis toujours, parce que là, on a parlé des artistes, mais une galerie, on a une équipe de vendeurs, d'inventeurs. Et je dis, les ventes, ça s'invente. Voilà. Donc, ne croyez pas que nous sommes derrière notre bureau ou devant une coupe de champagne dans les vernissages. Toute la journée, on invente les ventes. Voilà. Donc, c'est-à-dire inventer les ventes, c'est aussi inventer les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une connaissance avec mon équipe des musées dans le monde entier. Qui peut s'intéresser à quoi? On va proposer. Moi, je suis allée voir le directeur un jour du musée d'Orsay en lui disant tel artiste, il irait très très bien avec les peintures orientalistes du musée. Voilà. Nous allons donc exposer Youssef Nabil au mois de mai prochain au musée d'Orsay. Donc, c'est une idée comme ça. Comme les tableaux de nos artistes ou les œuvres de nos artistes, c'est à un moment qui cela peut intéresser et faire en sorte que ces œuvres soient achetées, montrées. Voilà, donc les artistes doivent faire, mais nous aussi, nous sommes des inventeurs à notre façon et on trouve les idées. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour cet échange riche et passionnant. Est-ce que vous avez des questions dans la salle pour finir cette belle journée, cette table ronde en beauté? Alors voilà, il y a un bras levé tout à droite et puis un autre ensuite au-dessus, un peu plus haut. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, pour terminer, une petite question pour vous challenger et tenter de répondre à la question du prix et de la capacité des communicants à vivre de leur travail, qui a été évoquée tout au long de la journée. Comment est-ce que l'on peut gérer ou répondre à la question, la problématique de la culture du gratuit, qui bien sûr, on n'a rien de gratuit, mais qui s'est installé ces 20 dernières années et qui est attendu par le grand public. Je ne sais pas si le grand public attend tant que ça le gratuit, il se méfie. Hein. Je pense que c'est pas le même. Honnêtement, je pense que c'est pas le même sujet. Le grand public, lui, il a géré ses problèmes de sous. Qui sont nombreux. Hein. Moi, je travaille pour Leclerc. À partir du 15, ils peuvent plus acheter de la viande et ils peuvent plus acheter de poissons ni des légumes. Beaucoup de gens. Donc là, je pense que c'est pas qu'ils veulent du gratuit, c'est qu'ils veulent pouvoir acheter. Mais sinon, je crois pas que les gens attendent du gratuit. Je pense que notre métier, en l'occurrence, quand on a parlé d'argent, notre métier doit passer du temps à réexpliquer sa force. Doit être un peu intolérant. Je pense qu'on donne trop facilement aujourd'hui dans les compètes, etc. On donne trop facilement nos idées pour rien et que nous sommes responsables de ça. Donc moi, je crois beaucoup au collectif. Donc je crois qu'il faut... puis je suis positive. Donc je pense qu'il faut se battre, c'est tout. Moi, rien ne m'enlèvera de l'idée que le plus important, c'est l'idée. Donc il faut continuer à se battre et il faut être nombreux. On n'est pas assez nombreux. On n'est pas assez nombreux. En matière d'information, on évoquait bien ce matin le fait que les jeunes vous voulez parler... attendent Ouais. Non, vous voulez attendent parler de s'informer gratuitement. Et oui, c'est ce qu'ils vous voulez font parler... aujourd'hui. Bah oui, non, mais bien sûr, parce que l'accès facilitateur, ben, c'est pas la même notion. Enfin, c'est des notions différentes, évidemment. Ils ont un accès direct à plein de trucs de façon ouverte. Voilà. Après, ils payent quand même très cher leur iPhone. Oui. Ils payent très cher beaucoup de choses. Leurs jeux vidéo. Ils payent. Mon fils m'a fait une liste. J'ai été regarder les prix. Je me suis dit, waouh! Donc, c'est aussi parce qu'on leur fournit. Sinon, moi, je ne pense pas que tout le monde est en attente de gratuité. Et de toute façon, je pense que c'est notre... On a parlé tout à l'heure, plutôt de l'intérêt de l'information. Eh bien oui, l'information, la vraie information, il faut passer du temps à expliquer
qu'elle se paye. Ça, c'est sûr. Après, moi, je crois aux politiques, hein, donc je pense que c'est pas notre job unique ici, mais je pense que il faut un encadrement politique pour aider l'information vraie à être réellement payée. Faut pas survaloriser les choses qui viennent comme ça, qui nous envahissent. Il faut des règles, hein, voilà. Mais ça, il va falloir faire une autre carrière, une carrière politique pour pouvoir défendre tout ça. Mais battons-nous déjà sur la force de nos idées. C'est déjà un combat qui est important. Ce que je- Alors, Bonjour. là-haut, vous pouvez vous Bonjour. lever peut-être pour qu'on vous voit, juste le temps qu'on vous voit. Pas besoin, mais bonjour. Les On est dans une époque où il y a de plus en plus d'idées. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup des idées. Elles ont de moins en moins de prix. Mais du coup, est-ce qu'il faudrait pas plutôt parler de la responsabilité qu'ont les idées plutôt que du prix de l'idée? En fait, dans le sens où aujourd'hui, quand on a une idée, on doit être responsable de son idée. Et est-ce que l'idée qui est bonne, c'est l'idée qui est responsable, l'idée qui fait écho, l'idée qui est sociétale? C'est ça un peu que je voulais un peu entendre aujourd'hui aussi. Elle a quand même un prix, non? Elle a un prix, c'est-à-dire c'est une espèce vous voulez dire d'une espèce de hiérarchie, on va dire, dans les idées. C'est difficile de répondre comme ça. Simplement, alors c'est drôle parce que moi, de l'autre côté, je trouve que effectivement des idées, il y en a beaucoup. Bon, il y en a toujours eu, mais enfin, on a la chance d'être en démocratie, d'avoir aussi beaucoup d'outils. Donc des idées, il y en a beaucoup. Et je trouve qu'au contraire, on donne beaucoup de moyens pour développer ces idées, sous prétexte que c'est une idée, et que derrière ça, parfois, il n'y a pas grand-chose. Alors, je le dis d'autant plus que quand on voit aujourd'hui la multiplication des lieux de monstration, d'exposition, on va dire, qui se sont ouverts depuis 30, 40 ans, et en France, mais c'est un peu partout dans le monde. Le problème, c'est qu'il faut les remplir. Donc, les remplir la plupart du temps avec des idées, c'est plus facile qu'avec... et on voit quand même la vacuité. Donc, je trouve qu'on est en train de revenir justement à un schéma plus rationnel, où les idées, c'est très bien, mais comme l'a dit d'ailleurs Sam Stourzé, des idées, si derrière, il n'y a pas de financement, s'il n'y a pas une vraie construction, ça donne quoi? Voilà, Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le financement, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a moins d'argent public. Voilà, donc il faut aller chercher du mécénat. Là, je le vois moi aussi dans mon secteur. Toutes les expositions aujourd'hui sont financées par du mécénat. Donc il faut aller chercher de l'argent. Et parfois, d'ailleurs, je le dis, il y a certains artistes, j'écoute, tu sais quoi, franchement, toutes ces installations, c'est bien gentil, mais tu crois que ça porte vraiment du sens à l'exposition? Je suis sûre que si on ne le fait pas et si tu fais autrement, ça sera aussi bien, voire mieux. Et puis, ça permet justement, c'est moins cher parce que sous prétexte qu'effectivement, les mécènes, il y en a quand même beaucoup de marques de luxe qui ont donné, et encore maintenant, quelque part, heureusement. Voilà, donc tout le monde devient un peu plus responsable. Mais justement, les idées, on en a vu beaucoup, pouvoir se développer, ça donne pas grand-chose après. Donc, je pense que c'est bien que tout le monde se responsabilise pour prendre, voilà. Toutes les idées se valent pas. Non, toutes les idées se valent pas. Se valent pas, mais moi, si je regarde juste dans notre métier, moi, il y a des idées qui ont fait faire fortune à nos annonceurs. Donc, un juste retour serait que... Parce que tout simplement, notre métier a besoin de talents. Il faut qu'on les paye, les talents. Et il s'appauvrit, hein, notre métier. Aujourd'hui, il s'appauvrit. On a moins de talents. Parce que comme par hasard, les talents, ils comprennent pas quand on les paye pas, quoi. C'est bête, mais c'est de bon sens. Donc voilà, c'est plus ça. Après, les notions de responsabilité, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Je crois qu'il y avait une main levée. Là, il y en a deux d'un coup. Mais on va d'abord donner à cette jeune femme pour finir. Merci beaucoup. Bonjour. Et puis merci pour ce débat aussi très riche en idées aussi. Ça vient pas que des créatifs, ça peut venir aussi des acteurs eux-mêmes, les idées. On a beaucoup parlé là pendant le débat des moyens financiers, de la nécessité pour que les idées se réalisent, d'avoir les moyens financiers, d'avoir les bonnes équipes, les compétences. Mais est-ce qu'on n'a pas parlé du temps? Est-ce qu'il faut du temps pour que les idées viennent et puissent se réaliser? On parlait un peu, ouais. Sur le temps. Oui, enfin, moi, je sais pas si je suis vraiment révélateur de la moyenne du temps, mais nous, on avait ce luxe d'avoir du temps, et je pense que ça nous a beaucoup aidé à pouvoir vraiment
encore une fois, donner vie aux idées et garder les meilleures idées. C'est vrai que nous, on a traversé beaucoup de crises, voilà, parce qu'on a commencé en fin 2014, donc on a commencé en 2015 avec une vague d'attentats qui déjà portait l'ambition de réunir toute la planète à Paris. En 2015, c'était pas une évidence, donc il a fallu, dans toutes les crises, réussir à se dire c'est en 2024. Donc notre chance, c'était que l'horizon était suffisamment loin pour protéger la force des meilleures idées. Et ça, c'est un premier élément. Et ce que je trouve, ce qui est intéressant aussi quand on a du temps, c'est qu'on peut prioriser et garder les meilleures idées. Moi, c'est vrai que l'un de mes combats à Paris 2024, ça a été de ne pas mettre tout au même niveau. On avait 878 compétitions dans tous les sports. Il y a plein de choses qui étaient très importantes parce que pour tous les sports, je peux vous dire, et pour tous les athlètes, il y en a quand même 15 000 qui participent au jeu. C'est le rendez-vous d'une vie, et donc il faut que leur expérience soit la plus aboutie possible. La réalité, c'est que moi, à la tête de ce projet, je savais aussi que certaines idées allaient faire plus la différence que d'autres. Et donc, j'avais besoin, dans le temps, de absolument prioriser la force des plus grandes idées. Et il y a eu plusieurs fois des crises qui ont fait que ça a été challengé, cette approche-là, parce que c'est toujours pareil, on peut revenir au cahier des charges dans ce qui est attendu de nous. Ce qui était attendu de nous, c'était d'organiser les 878 compétitions, les 15 000 athlètes, les 20 000 journalistes. Voilà, donc tout ça, c'était une obligation. Mais une fois que vous avez rempli le cahier des charges, finalement, vous n'avez pas vraiment commencé à créer de la valeur, parce que vous ne faites que rééditer ce qui a déjà été fait. Et moi, j'arrivais pas à trouver des financeurs pour financer déjà le simple cahier des charges. Et donc, l'approche a été de se dire, on va partir de la fin, on va partir de qu'est-ce qu'on voudrait que les gens retiennent de ces jeux. Quelles sont les idées qui vont faire que les gens vont se souvenir, peut-être pour toute leur vie, de ce qu'ils auront vécu pendant les jeux. Et donc, à partir de là, on a listé une quinzaine d'idées qu'il fallait absolument qu'on arrive à mener à leur terme. Et après, les défendre, parce que, moi, en 2022, il y a un moment donné où, après le Covid, forte inflation, mon directeur financier me dit on a un décalage aujourd'hui de 600 millions d'euros entre les prévisions de coût des jeux et nos prévisions de recettes. Comment on fait ? Là, c'est plus facile de couper des projets qui vous coûtent de l'argent, donc notamment la cérémonie d'ouverture, qui coûtait beaucoup d'argent. Sauf que moi, la cérémonie d'ouverture, elle me rapportait plus qu'elle ne me coûtait. Mais la logique du directeur financier et d'un certain nombre d'acteurs, c'était quand même de se dire, moi, il faut que je fasse baisser mon budget, parce que sinon, je passe pas. Et donc, dans ces moments-là, il faut avoir le temps nécessaire pour se dire, cette idée-là, elle va faire la différence, il faut qu'on la garde. Donc c'est vrai que c'est peut-être nous un luxe qu'on a eu, mais moi ce que je retiens, c'est que quand on a une idée avec beaucoup d'ambition, il faut assumer qu'on va passer par des difficultés, qu'on va rencontrer des gens qui ne sont pas forcément favorables à votre idée parce qu'elle est disruptive et parce qu'elle les dérange. Et donc il faut du temps pour laisser passer les crises, faire un peu l'autruche et revenir un petit peu plus tard avec de nouveaux arguments et ne pas céder à la tentation de dégrader la force de votre idée pour répondre à l'immédiateté de ceux qui ont envie que ça avance vite. Une idée ambitieuse, forte, elle nécessite plus de temps, je pense, à être exécutée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non, justement, on prend le temps. On prend le temps de digérer toutes ces informations. Déjà, merci beaucoup effectivement pour l'organisation de ce spectacle des Jeux. Je pense que ça a été effectivement un retentissement dans le cœur de chacun et aussi au niveau international, en plus sur cette idée d'ouverture, de tolérance pour toutes et tous. Et qui est ce profond message universel. Ça me permet aussi de rajouter par rapport au débat public, parce qu'en France, je le trouve assez médiocre, à la télé surtout, sur la question du wokisme en fait, et donc du communautarisme, parce qu'en fait, justement, c'est exactement ça le wokisme aux États-Unis, c'est un pays communautariste, comme les anglo-saxons le sont souvent, et c'est leur expression à eux de leur universalité entre communautés. Et on comprend pas ça en France. Quand nous on parle de nos communautés, on est en train de parler en fait justement des gens issus de l'immigration.
Il y a toujours des diasporas et des gens qui vivent ensemble quand ils viennent de l'étranger, c'est normal, mais en général, on vit en France aussi pour ces valeurs d'universalisme et de liberté. Et donc, je trouve que justement, vous avez extrêmement bien fait ça pendant ces Jeux, et donc je vous remercie très sincèrement. Et sinon, justement, pour la question, voilà, les idées ont-elles encore du prix? La question de la valeur, je vais avoir ma double casquette d'économiste et de militant là, parce qu'en plus, justement, Mercedes, tu l'as un peu dit, le fond du sujet. Et à travers le graphique, on le voit. Pour un économiste, justement, le prix à l'équilibre de marché, c'est égal à la valeur qu'on adopte, qu'on donne à la chose. Et c'est là où se fixe le prix à l'économie de marché. Enfin, prix-valeur, c'est la même chose à un moment quand justement il y a la transaction qui s'opère. Et c'est la première loi qu'on reconnaît tous en économie, la loi des rendements décroissants. Et donc, plus on produit, plus les rendements sont décroissants. Et donc, la première chose que pourrait vouloir dire ce graphique pour un économiste, c'est que on surproduit de l'idée. Et donc, sa valeur diminue. Mais il y a une deuxième chose aussi fondamentale derrière et que souvent les économistes ne voient pas et ils le disent eux-mêmes dans leur théorie, c'est que le prix justement représente vraiment la valeur intrinsèque des choses quand justement sa productivité marginale est égale à son coût marginal. Et c'est là où on commence à avoir le gros problème et le sujet du rapport de force qui rentre en ligne de compte. Comment on tient compte des coûts réellement de ce qu'on produit, notamment les coûts sociaux, les coûts environnementaux, etc. Et ce qui amène à une situation très drôle pour nous aujourd'hui, les travailleurs, dans le cadre justement de l'IA. Alors petit rappel, parce que là aussi un petit problème en France. Intelligence, artificial intelligence. Pour un anglais, intelligence ne veut pas dire intelligence, ça veut surtout dire information. Je vous rappelle la CIA, Center for Intelligence Agency, c'est le service des renseignements. Donc on mal conçoit ça aussi. C'est justement de la production d'informations artificielles, l'IA. C'est ça que ça veut dire. Et d'informations aujourd'hui statistiques. L'IA générative ne fait que de la statistique. L'IA, ça fait longtemps qu'on l'utilise, ça s'appelle un algorithme. Et ça existe depuis plus de 40-50 ans. Mais voilà, et donc on est aujourd'hui potentiellement avec ce discours qui dit que le coût de reproduction étant nul, des nouvelles idées grâce aux technologies numériques, alors leur prix est égal à zéro. C'est ce qui racontent les GAFAM France, en réunion notamment avec les majors de la musique, ils nous ont raconté ça quand on était en branche des phonogrammes, qu'on leur raconte ça justement, que vos idées maintenant, comme elles coûtent rien à reproduire, elles valent zéro. Et ça, en fait, c'est aussi cette question de la perception du coût de la société, et donc, en fait, qui résulte d'un rapport de force aussi pour qu'elle soit prise en compte. Et effectivement, du coup, ça devient une question politique, et une question collective qu'on doit organiser justement pour faire porter cette parole aux politiques, qu'ils sachent attribuer la valeur là où nous l'accordons, parce que c'est finalement ça, c'est notre cœur qui donne de la tâche, qu'est-ce qui est important pour nous, à quoi on donne de la valeur, au-delà du prix qu'on est prêt à payer, parfois, oui, c'est notre vie qu'on est prêt à donner pour nos idées et nos valeurs. Je finirai là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que nous avons une dernière question avant de clore cette table ronde ou pas? Nous sommes bien pile dans les temps. Et pour cela, merci à tous.